Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs et les organisatrices pour l'invitation à partager cette présentation avec vous. Je remercie également toutes les personnes très matinales qui sont dans la salle. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas venus pour juste ressortir avec des idées assez vagues, mais pour apprendre plus précisément ce que l'on est en train de voir émerger en termes de manipulation des microcircuits cérébraux qui constitue le futur des outils de neuromodulation de précision. Quand je dis le futur, en fait, c'est en train vraiment d'arriver, vous allez le voir. Donc moi, je m'appelle Thomas Bienvenu, je suis MCUPH à Bordeaux, et je partage mon temps entre un service clinique qui est spécialisé dans les troubles anxieux et la dépression, qui est dirigé par le professeur Awizerat ici présent, et un laboratoire de neurosciences translationnelles, INSERM, au Neurocentre Magendie de Bordeaux. Et vous allez voir que c'est sur cette dimension que je vais vous présenter des travaux d'autres équipes, mais aussi des nôtres, dans une dimension translationnelle qui est nourrie par la clinique. Donc j'ai pas beaucoup de conflits d'intérêts, si ce n'est le conflit d'intérêt intellectuel du fait d'avoir un parti pris sur les techniques dont je vais vous parler. Et pour clarifier les choses d'emblée, je ne suis pas un réductionniste forcené ou un transhumaniste. Je vais vous montrer des idées de recherche, mais bien sûr, ça n'annule pas les autres champs de pensée qui nourrissent notre discipline, qui est la psychiatrie, qui a ça de beau qu'elle se nourrit de toutes les influences. Alors, la stimulation cérébrale, Jérôme vient de vous en parler. Ce dont on parle actuellement en clinique, c'est vraiment de la macrostimulation, qui est soit empirique, soit, dans le meilleur des cas, informée par des techniques de neuroimagerie, où on va choisir des cibles cérébrales qui sont hypoactivées dans une pathologie ou hyperactivées, et se baser sur ces régions clés et leur interconnexion, vous l'avez vu dans la présentation précédente, pour induire une dimension dynamique et plastique par l'application d'éléments physiques, comme par exemple ici, vous voyez le réseau cérébral qui est impliqué dans le trouble obsessionnel et compulsif, où on peut stimuler un certain nombre de régions de manière invasive ou non invasive, par exemple l'aire motrice supplémentaire en haut en vert, qui a un certain effet clinique. Mais le problème, vous avez vu, ça ne marche pas toujours très bien, et une des raisons pour lesquelles probablement on est sous-optimum, c'est que le cortex et toutes les autres régions cérébrales sont extrêmement complexes. Je vous ai mis ici une image de simulation d'un groupe qui s'appelle le Blue Brain Project, qui est un consortium européen. Et sont représentées ici même pas toutes les cellules d'une colonne corticale chez le rongeur. Vous voyez la complexité et l'intrication de ces milliers, en fait des milliards, des centaines de milliards de neurones dans le cerveau, qui sont entremêlés, qui sont de types très différents. Et avec les techniques de stimulation actuelles, on est réduit au recrutement, la dépolarisation de tous ces neurones de manière indifférenciée. Chaque type de neurone joue un rôle distinct dans la fonction cérébrale, et donc il est, à notre sens, indispensable d'une part de comprendre ces circuits, mais aussi de pouvoir les manipuler pour créer réellement une neuropsychiatrie des microcircuits. Alors ça paraît un petit peu futuriste, mais il y a plusieurs papiers d'opinion qui sont sortis au moins il y a une dizaine d'années aux États-Unis pour dire que la psychiatrie des microcircuits était la voie de recherche à privilégier, et le développement des cibles de précision, c'est notre travail du quotidien. Alors comment manipule-t-on les microcircuits ? Eh bien, vous allez voir, les 10 dernières années ont vu émerger des outils génétiques qui permettent de contrôler l'activité de neurones choisis de manière ciblée dans le temps, avec une précision allant de millisecondes à l'heure, et dans l'espace, c'est-à-dire dans des zones extrêmement réduites ou beaucoup plus larges selon les besoins de la pathologie. Les neurones sont génétiquement ciblés pour créer l'expression de protéines médicaments, et la boîte à outils s'appuie sur d'autres éléments qui sont soit chimiques, dans le cas de la chémogénétique, soit des éléments physiques, comme dans la sono ou l'optogénétique, et c'est de l'optogénétique que je vous parlerai. Alors le point commun de toutes ces techniques, c'est le fait qu'il faut amener des protéines qui n'existent pas de manière native dans le cerveau. Et comment fait-on cela ? Eh bien, on peut utiliser des vecteurs dérivés d'adénovirus, qui s'appellent les AAV, qui sont des particules au pouvoir infectieux dans le sens de l'intégration d'ADN en périgénomique, mais qui ne sont pas pathogènes à proprement parler. Donc on peut injecter de manière intracérébrale ou systémique ces vecteurs, qui subissent l'endocytose par les cellules adjacentes, qui sont dégradés et qui sont intégrés au noyau. L'ADN qui est dans ces vecteurs est libéré, n'intègre pas le génome, donc reste épigénomique, ça n'est pas une modification ou une édition du génome. Cependant, cet ADN permet de synthétiser de l'ARN messager et des protéines à la membrane, qui sont des protéines d'intérêt pour pratiquer la neuromodulation de précision. Et cette expression est permanente, puisque
Vous le savez certainement, la plupart des neurones du cerveau sont non réplicatifs, post-mitotiques, donc une fois que l'ADN est là, il y reste, et la protéine s'exprime de manière continue à la surface de la cellule. Donc ça, c'est le grand principe d'intégration des protéines de neuromodulation dans les neurones. Et maintenant que ces protéines sont là, il va falloir jouer avec celles-ci. Le premier moyen, c'est celui de la chémogénétique. Alors, quel est le principe de la chémogénétique ? Eh bien, il n'est pas nouveau, mais il est assez élégant et assez révolutionnaire. En fait, il s'est agi de modifier des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine pour les rendre insensibles à l'acétylcholine et les rendre sensibles uniquement à une protéine, à une macromolécule qui n'existe pas dans le cerveau, ici les dérivés de la clozapine. Ce choix n'était pas complètement par hasard, c'est avec l'idée qu'un jour on pourra donner une molécule équivalente à la clozapine aux patients. La première, c'est le CNO, et plus récemment le développement de la deschloroclozapine, dont je dirai un mot après. Donc cette chémogénétique, elle vient vraiment avec deux saveurs, une saveur inhibitrice ou une saveur excitatrice. À gauche, la version excitatrice, c'est une protéine qui, lorsqu'elle lit cette protéine médicament, induit une libération d'une protéine G excitatrice activée, en déclenchant toute une voie de signalisation intracellulaire qui rappelleront de bons souvenirs aux unes et aux autres. La voie de la libération de calcium intracellulaire et la diacylglycérase qui permet de phosphoryler les protéines, résultant in fine dans une dépolarisation des neurones qui exprime la protéine et qui lit le CNO. De l'autre côté, c'est un principe très similaire pour l'inhibition, avec une inhibition de la voie de l'adénylate cyclase, de la phosphorylation des protéines et donc une hyperpolarisation des neurones. Ce sont donc des récepteurs métabotropiques qui n'ont pas de ligand endogène, aucun, et l'application de ligands artificiels médicaments permet d'avoir un effet thérapeutique qui dure de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Donc la première illustration translationnelle que je veux vous montrer, c'est une étude dans l'épilepsie qui a été réalisée chez le primate, dont voici le design. Donc les chercheurs ont d'abord injecté ces virus, ces particules dérivées des virus dans le cortex frontal de primates, ont attendu un petit peu de temps pour qu'elles s'expriment, ont testé l'efficacité de leur expression par tomographie par émission de positrons, avant d'implanter des électrodes d'enregistrement au niveau épidural directement sur le cortex, d'induire des crises d'épilepsie de manière pharmacologique et enfin de tester l'efficacité de cette technique de neuromodulation par chémogénétique. Donc voilà à quoi ressemblent les résultats de cette étude. Donc d'abord une reconstruction de surface du cortex de ces primates avec schématisé en haut les sites d'implantation de l'EEG et en bas les sites d'injection des différents médicaments. Juste à droite en D, c'est la tomographie par émission de positrons avec un ligand radiomarqué de ces récepteurs montrant l'expression effective de cette chémogénétique à la surface du cerveau des primates. Juste à côté, c'est la tranche histologique qui a été recueillie en post-mortem, et cette protéine, elle est couplée à un fluorophore qui permet de voir qu'effectivement, on a pu synthétiser cette protéine de manière artificielle au niveau du cortex. C'est la même chose en dessous. Et enfin, tout à droite, c'est le dispositif expérimental électrique, la ECOG, ce sont les électrodes qui sont sur la surface du cerveau. C'est recouvert d'une membrane artificielle, et le dépolarisant, vous allez le voir, est injecté directement au niveau du cortex. Alors qu'est-ce que ça donne ? Donc voilà leur manip. Ce qui vous est représenté dans ce graphe coloré, ce sont les oscillations corticales. Vous le savez certainement, le cerveau a une activité oscillatoire qui est saine et elle peut devenir pathologique avec des oscillations de haute amplitude et de haute fréquence dans l'épilepsie. Et c'est exactement ce que vous observez lorsque la bicuculine, la BIC, un antagoniste GABAergique, est injecté sur le cortex. On voit une énorme augmentation de bouffées d'activité corticale à différentes fréquences. Là, toute cette activité s'enrichit de 0 à 40 Hz. Et dans les insets en haut, vous voyez l'apparition de spike icto, intericto d'abord, de points d'onde, puis d'une activité qui rappelle une épilepsie généralisée, voire un état de mal épileptique. En dessous sont montrés les symptômes cliniques. Donc on voit qu'on peut induire chez ces primates des manifestations cloniques qui sont d'abord contralatérales du cortex moteur, puis ipsilatérales, puis des mouvements du tronc. Donc très bien, on peut induire une activité épileptiforme chez ces macaques en injectant un antagoniste GABAergique. Ça, on le sait déjà, et maintenant on s'intéresse à l'effet de la chémogénétique. Et donc les chercheurs, une fois que la crise a été déclenchée, ont injecté par voie intramusculaire ce ligand artificiel chez les primates,
Et ce que j'espère vous voyez est une diminution drastique de l'activité épileptiforme quelques secondes à quelques minutes après l'injection, avec un appauvrissement de l'activité corticale, une disparition quasi instantanée des manifestations cliniques. Le tout revient après quelques temps parce que la cinétique de ce produit est inférieure à celle de l'antagoniste GABAergique, mais on obtient pour autant un effet antiépileptique qui est ciblé dans le temps et dans l'espace, et on peut très bien imaginer comment ça va se transférer dans la prise en charge de l'épilepsie pharmacorésistante, dont les prises en charge actuelles résident essentiellement sur de la résection corticale ou sur de l'implantation invasive de matériel de stimulation de manière permanente. Donc, il y a l'inconvénient de devoir faire une neurochirurgie actuellement pour injecter les particules associées au virus, mais il n'y a rien qui reste dans le cerveau, il s'agit simplement d'une prise orale de médicaments lorsque des prodromes d'épilepsie apparaissent chez ces patients. Donc c'est vraiment une piste thérapeutique qui est en train d'arriver. La seconde stratégie de neuromodulation de précision par ces interrupteurs moléculaires, c'est l'optogénétique. Voilà une image qui en dit beaucoup et à la fois très peu. Donc, comment fonctionne cette optogénétique ? Eh bien, cette fois, il s'agit non pas d'exprimer des récepteurs métabotropiques, mais des protéines canales qui sont sensibles à la lumière. Donc ici sont schématisées la version excitatrice et la version inhibitrice de cette optogénétique. Dans le cas de l'excitation, la protéine canale laisse passer des cations qui rentrent dans les neurones, qui élèvent le potentiel de membrane et induisent une augmentation de l'activité, c'est un effet excitateur. À droite, l'effet inhibiteur, c'est la même chose avec les anions, donc plus de charge négative dans le neurone, plus d'hyperpolarisation. De nouveau, ces protéines n'ont pas de ligand endogène, leur seul moyen d'être activées, c'est la lumière, et leur action, cette fois, n'est pas de l'ordre de la minute, mais de l'ordre de la milliseconde, on et off. À titre historique, et pour vous mettre en perspective un petit peu ce travail, je vous montre le papier Princeps, qui date d'il y a déjà 20 ans. Donc le futur, c'était quand même hier. Qui a appliqué cette optogénétique sur des neurones en culture pour montrer son pouvoir de neuromodulation instantanée. L'histoire de cette protéine, la channel rhodopsine, c'est une découverte dans les algues qui peuvent performer de la phototaxie en s'approchant ou en s'éloignant de la lumière. Et des chercheurs qui s'intéressent beaucoup au milieu marin ont pu isoler, cloner cette protéine, la transfecter dans des cellules en culture et montrer qu'avec la lumière, on pouvait induire l'entrée de cations. Donc bien sûr, beaucoup de chercheurs et de chercheuses étaient sur cette idée depuis des années et un groupe américain en Californie a sauté sur l'occasion pour transfecter cette protéine dans des neurones en culture et appliquer de la lumière. Et bingo, ce qu'ils ont observé assez vite, paraît-il, dans leur manip, c'est l'entrée, ici en haut à droite en B, l'entrée de cations dans les neurones qui exprimaient cette protéine lorsque la lumière était appliquée. Donc non seulement on peut induire un courant entrant, mais on peut aussi en D générer des potentiels d'action dans les neurones qui expriment la protéine. C'est ce que vous voyez dans ces 4 exemples ici, avec une latence très très courte et une efficacité très très grande. Donc ça a beaucoup excité les chercheuses et les chercheurs en neurosciences, et ça fait partie de la boîte à outils dans les laboratoires du quotidien aujourd'hui, mais ça a également beaucoup intéressé les cliniciennes et les cliniciens, et il existe déjà un essai qui a été publié chez un patient à Paris, dans le cadre de la rétinite pigmentaire qui atteint les cellules photoréceptrices. Donc bien sûr, c'est la cible évidente, les photorécepteurs, pour venir exprimer une protéine sensible à la lumière, mais cet essai apporte la preuve de principe de la faisabilité et de la sécurité de cette stratégie en clinique. Donc qu'ont fait cette équipe franco-suisse ? Eh bien, ils ont injecté une particule associée aux adénovirus directement de manière intravitréenne. Cette protéine, elle est sensible à la lumière rouge, et donc il faut apporter de manière artificielle une lumière rouge à la rétine, chose qui est faite avec une paire de lunettes qui est équipée d'une caméra et qui envoie de la lumière rouge directement sur la rétine. Cet essai, il est une preuve de principe chez un sujet, et vous le voyez ici au milieu dans le dispositif expérimental. Et ce que les chercheurs ont pu montrer, c'est la récupération de la capacité à distinguer la présence d'un objet d'une taille restreinte, comme ce gobelet, ce qui est déjà pas mal, sa position et le rapport qualitatif de la vie quotidienne de cette personne dans l'article montre une récupération de la reconnaissance de choses telles qu'un passage piéton, et on peut imaginer la transformation de la vie de cet individu, et ce de manière durable pendant plusieurs mois. Donc j'espère avoir illustré avec cet essai non seulement la sécurité, la faisabilité, mais aussi tout le potentiel de ces moyens de neuromodulation, y compris lorsque l'on doit injecter un vecteur associé au virus. Alors cela, c'est jusqu'à présent de la neurologie et ici de l'ophtalmologie. Ce à quoi on s'attelle au laboratoire et dans le service, c'est d'essayer de faire mieux aussi dans le cadre de la psychiatrie.
Et pour ce faire, je vous propose de revenir aux fondamentaux des microcircuits de la peur pour mieux comprendre et traiter l'anxiété. Un moyen d'étudier la peur chez l'animal, c'est d'utiliser un bon vieux dispositif qui est celui de la peur conditionnée. Donc vous le savez, de manière pavlovienne, on associe un stimulus neutre comme un son avec un stimulus aversif comme un choc électrique. Et lorsque quelques minutes ou quelques jours plus tard, on représente le son de manière isolée, les animaux montrent un comportement défensif dit de freezing. Ils se mettent en boule, ils ne bougent plus comme ça. On peut imaginer de manière anthropomorphique qu'il s'agit d'éviter la punition qui est prévue et à suivre. Donc on peut faire ça de manière simple et reproductible et associer à ce comportement tout un tas de types d'enregistrements, tout un tas de types de neuromodulation, comme ici l'électrophysiologie du cortex préfrontal. Et ce qu'on a pu montrer au laboratoire, c'est lorsque ces animaux montrent des comportements de peur induits, leur activité corticale transitionne d'une oscillation à haute fréquence, mais de basse amplitude, vers un régime oscillatoire lent de haute amplitude, et ce de manière extrêmement reproductible, tant et si bien qu'il y a un overlap quasiment parfait entre les épisodes de freezing et l'émergence de cette oscillation lente. Et non seulement ça, mais on peut également induire de manière artificielle le comportement défensif en induisant cette oscillation. Donc ça, c'était montrer la suffisance de cette oscillation, et mes collègues et moi-même avons pu également montrer la nécessité en appliquant une thérapie optogénétique, thérapie entre guillemets, chez la souris. Donc la stratégie ici est la suivante. Pour inhiber les neurones du cortex préfrontal, c'est une inhibition indirecte par l'activation de neurones inhibiteurs. Ces interneurones-là, dits à parvalbumine, qui sont de très puissants inhibiteurs, vont exprimer une opsine excitatrice, et l'on va pouvoir, à l'aide d'une source lumineuse, les exciter en temps réel pour inhiber tous les neurones adjacents. Et une chose sûre, c'est qu'à chaque fois que cette stimulation des interneurones a été délivrée au bon moment de l'oscillation associée à la peur, eh bien, on pouvait réduire d'au moins moitié le comportement défensif chez la souris, suggérant non seulement que ces oscillations sont nécessaires, mais sont également suffisantes pour la peur chez la souris et sont peut-être quelque chose de pertinent dans la peur et l'anxiété chez l'homme. Sur cet aspect chez l'homme, je vous invite à venir à notre symposium avec Anna Beyeler, que je salue, qui est à 16h, ici même, je crois, cet après-midi. On vous montrera l'aspect translationnel de ces différents aspects. Mais quand même, si on veut amener ça en thérapie, surtout pour la neuromodulation, on a au moins un problème, qui est celui de l'invasivité et de la nécessité d'implanter des fibres optiques dans le cerveau des animaux. En fait, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un seul des problèmes, évidemment, mais qui n'est pas des moindres. Et cette fibre optique, elle fait aussi qu'on peut stimuler qu'une zone qui est très restreinte. Donc on s'est creusé la tête pour savoir comment passer de cette preuve de principe chez l'animal à quelque chose de cliniquement pertinent. Et c'est cet homme qui est assez remarquable, Laurent Sargé, qui est professeur de physique, que j'ai eu la chance de rencontrer en coordonnant le cursus médecine-sciences à l'université de Bordeaux. Et on lui a dit, mais Laurent, comment on peut faire si on veut faire ça chez l'homme? On ne va pas leur mettre des fibres optiques à 50 sites pour stimuler une zone d'1 cm3, c'est pas possible. Il nous a dit, mais je connais un groupe à Bordeaux de physico-chimistes qui travaillent sur la synthèse de nanoparticules qui permettent de convertir la lumière dans des longueurs d'onde vers d'autres gammes de lumière. Et donc, l'idée, c'est la suivante. Vous savez que le tissu biologique est complètement imperméable aux gammes de longueur d'onde de l'ordre du bleu. Et je vous montre, pour vous rappeler ce phénomène que vous connaissez toutes et tous, c'est, voilà, si je fais ça, on voit du rouge. Okay, donc ça illustre très bien le fait que le tissu biologique est perméable au rouge et encore à plus forte raison aux infrarouges. L'idée est donc d'essayer de stimuler les opsines intracérébrales avec de l'infrarouge, et il n'y a aucune opsine disponible qui est capable de faire ça. Donc la stratégie est la suivante, c'est d'essayer de transformer l'infrarouge en bleu pour exprimer une lumière qui est capable d'exciter les opsines. Donc pour ce faire, la stratégie, c'est de mélanger deux fluorophores, un accepteur qui, par transfert d'énergie, excite un émetteur dans le bleu, voilà, sous forme de nanoparticules, c'est ces UC-phons là, qui constituent des espèces de grappes. Donc des photons de basse énergie dans l'infrarouge vont devenir, par transfert d'énergie, des photons de haute énergie dans le bleu. Et si l'on met ces nanoparticules suffisamment proches de neurones inhibiteurs qui expriment l'opsine sensible au bleu et qu'on envoie de l'infrarouge, théoriquement, on doit pouvoir faire décharger ces interneurones et inhiber les cellules adjacentes, et un jour de manière peu invasive. Donc ici sont les résultats de cette première expérience, où à gauche, vous voyez l'application de lumière rouge dans une préparation in vivo du cortex préfrontal chez la souris.
Et ce que vous voyez, c'est que la lumière rouge a un petit effet quand même en l'absence de nanoparticules. Et la condition en rouge, c'est une forte inhibition du réseau adjacent lorsque l'opsine et la nanoparticule sont présentes. À droite, c'est le contrôle en lumière bleue, donc c'est une opsine sensible au bleu. De manière attendue, dans les deux conditions, on obtient une inhibition de l'activité neuronale en appliquant la lumière bleue. Mais le graphe de droite vous montre le rapport entre l'effet dans le rouge et l'effet dans le bleu, illustrant le fait que dans cette préparation, la nanoparticule organique permet d'inhiber les neurones en présence de lumière rouge ou infrarouge. Donc ça, c'est la preuve de principe. On a voulu, et on est en train d'aller vers l'in vivo. Je vous montre ici les résultats avec une autre nanoparticule qui n'a pas exactement ces propriétés, mais qu'on a appliqué à un dispositif que l'on avait déjà utilisé, qui est celui de la stimulation en boucle fermée. Donc le principe est simple, la mise en œuvre plus compliquée. Il s'agit de recueillir en temps réel l'activité corticale, donc de détecter ces oscillations entre guillemets pathologiques et le comportement défensif, et de ne stimuler que lorsque ces choses sont détectées au bon moment des oscillations. Voilà ce qui est illustré en haut à droite. Et ce qu'on a pu observer, c'est que non seulement on parvenait à stimuler au bon moment, c'est le graphe gris et violet, mais aussi qu'on pouvait, grâce à cette stratégie en présence de nanoparticules organiques, qui étaient bien tolérées biologiquement, abolir quasiment les réponses de peur conditionnées chez la souris. Donc c'est la preuve de principe qu'avec des nanoparticules organiques, on peut et on pourra peut-être un jour venir de manière peu invasive stimuler la surface du crâne avec des infrarouges pour aller recruter des opsines profondément exprimées dans des neurones ciblés génétiquement. Donc j'espère globalement vous avoir convaincu non pas de la nouveauté, mais du potentiel de cette boîte à outils d'interrupteurs neuronaux qui constitue le seuil d'une réelle révolution thérapeutique, qui permet la neuromodulation rapide de circuits ciblés, applicables en clinique, vous l'avez vu, et qui constitue les bases de la neuropsychiatrie de précision. Et sur ce, je souhaite illustrer la contribution des personnes et de cette collaboration interdisciplinaire qui a été cruciale dans l'émergence de ce travail. La cheville ouvrière en ayant été Jérémy Lessas, qui est étudiant en médecine-sciences, qui vient de finir sa thèse de sciences. Dalel El-Marouki, qui est post-doctorante dans le laboratoire de chimie, qui a largement contribué à la synthèse et au design de ces molécules. Jonathan Daniel et Mireille Blanchard, qui ont supervisé le projet du côté chimie. Et Cyril Desjean, qui a supervisé avec moi le projet du côté neurosciences. Et vous voyez, il y a même un logo et un branding autour de ce projet qui s'appelle Néon. Tous nos financeurs sont également listés et je les en remercie et je vous remercie pour votre attention.